Eh bien, sans plus attendre, du coup, on va passer à la deuxième séquence de ce séminaire en accueillant, vous êtes là, oui, Julien Le Plaideur et William Le Goff. Merci, messieurs. Bravo. C'était mon rêve. Bonjour. Il n'a pas eu. Oui, on dira. On est obligé de s'asseoir, c'est ça? Ouais. Vous faites beau. Ouais, et tu as eu le même petit. Oui, il colle pas beaucoup. Est-ce que vous... Petit col. Alors, on fait un petit test son avant que vous lanciez. Allez-y. Est-ce que vous nous entendez? C'est bon pour tout le monde? Ça a l'air bon. Bonjour Martine. Parfait. C'est William. Ok. J'ai dit ok, Super. bon, on est dans la merde. Si, c'est bien Martine qui a répondu. Oui, oui. Je comprends pourquoi tu étais très occupée la semaine dernière. Ah bah tu vois. Bonjour tout le monde, content de presque vous revoir. On va se lancer, donc vous resituer peut-être juste ce travail-là. Donc c'est un travail là qui va s'exprimer prochainement dans une revue qui s'appelle la revue Esprit, qui sortira en septembre dans un dossier que j'ai eu le plaisir de coordonner sur les questions d'habitat et de société. Donc voilà, il y aura vous retrouverez d'autres choses que notre article, à la fois entretien de Christophe Robert, d'Alain Damasio, d'anthropologues sur la question des migrants, ou sur les nouvelles formes de propriété résidentielle. Nous, on a un objet qui est plus spécifique, qui va traiter de la question des transformations du logement social. Alors ce travail-là, juste pour la petite histoire, on l'a quand même commencé il y a 3-4 ans avec 3-4 ans avec William. Et vous allez voir, parce que la manière de le raconter est liée aussi à ça. C'est parti d'un principe très simple. En fait, c'est à l'annonce de la stratégie logement du gouvernement au deuxième semestre 2017. On a commencé à poser sur un paperboard les différents éléments qui composaient cette stratégie, qui nous étaient présentés pour beaucoup comme une question d'ajustement budgétaire. Et en posant ces éléments-là les uns à côté des autres, on a commencé à percevoir finalement une trame à ces transformations du secteur du logement social. Voilà, et on a continué à tirer les fils au cours de ces derniers mois, ces dernières années. Là, et l'idée aujourd'hui, c'est de vous restituer finalement une vision qui soit un peu une vision d'ensemble de ces transformations du secteur du logement social. Alors que c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir certains objets, à zoomer sur certains objets. Là, l'objet, c'est de prendre au contraire du recul par rapport à ça, pour essayer de lire des transformations d'ensemble, et derrière ça, voir aussi comment ça fait écho au reste des transformations qu'on peut vivre dans notre société. Et c'est la raison pour laquelle vous allez être notre public test, puisque c'est une forme de récit qu'on va vous proposer à double voix, Julien et moi, aujourd'hui. Je commence. C'est à le récit. Alors effectivement, comme l'a dit Julien, alors vous le savez certainement, depuis une vingtaine d'années, se succèdent les réformes dans le logement social, et ces réformes ont été accélérées en 2017 avec ce qu'on a appelé la réduction de loyer de solidarité. Donc depuis plus d'une vingtaine d'années, quand même, les piliers qu'on va déjà qualifier de solides du secteur locatif social sont déstabilisés, sont un peu ébranlés par effectivement cette fameuse RLS, des nouvelles formes de financement, ce qu'on appelle aussi la mise en œuvre de la gestion en flux des attributions, la multiplication effectivement des différents accès au logement social, bon, des sujets qui relèvent finalement un peu de votre quotidien. Et ces éléments-là fissurent un peu effectivement le monde du logement social et mettent un peu de pression finalement sur le secteur HLM, dont le modèle est reconnu comme étant une forme de modèle solide de la société. Alors, déjà, je vais parler de solidité et de liquidité, puisque comme l'a dit tout à l'heure Julien, à un moment, on a donc réfléchi à cette cohérence finalement de toutes les réformes successives, et on a emprunté
un sociologue et un penseur quand même un peu original qui, pour cadrer un peu, est né en 1925 et est décédé en 2017. Ce sociologue s'appelle Zygmunt Bauman et c'est un peu le sociologue de ce qu'on appelle la modernité liquide. Alors, la modernité liquide, c'est quoi? Alors, pour le citer, la société liquide rassemble sous ce terme des institutions instables, la précarité du présent, l'incertitude des désirs et l'individualisation des projets. Donc, c'est beaucoup de choses, effectivement, mais la modernité liquide, c'est vraiment la société qui promeut le mouvement perpétuel, l'instabilité, mais aussi l'innovation permanente. Donc voilà, on est dans ce type finalement de société où se déploie une grande liberté, mais aussi une grande précarité. Et pour nous, le logement social s'inscrit bien dans cette transformation finalement d'un état liquide à d'un état solide, pardon, à un état liquide. Alors, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est rappeler peut-être un peu les bases solides du logement social, les piliers finalement du logement social. Alors très rapidement, vous le connaissez, vous les connaissez certainement. Déjà, c'est la figure finalement très centrale de l'État qui organise non seulement le financement, mais aussi la production, la réhabilitation du logement social. Le logement social qui est financé à travers, entre autres, deux grands dispositifs, c'est finalement la collecte et la centralisation du livret A par la Caisse des dépôts, qui transforme le livret A en prêt Caisse des dépôts, qui finance aujourd'hui à peu près 70% à 80% une opération de logement social, avec aussi le soutien de ce qu'on appelle la participation de l'employeur à l'effort de construction, la PEC, qui aujourd'hui est centralisée chez, justement, ici, finalement, chez Action Logement. Et vous voyez bien qu'à la fois la centralisation du livret A et puis la gestion, la centralisation et puis le déploiement de la PEC, ce sont bien des éléments du salariat. On assiste bien donc à un encastrement du salariat, du logement social dans le salariat. Donc cette logique-là, elle est extrêmement importante et c'est ce pourquoi, finalement, le secteur du logement social est un système très administré, très solide, et ce depuis environ 70 ans, ce qui s'explique par les éléments que je viens de citer très rapidement. Et depuis 1950, effectivement, le terme logement social est connu sous l'acronyme HLM. Voilà. Ce système d'une grande stabilité, alors il ne faut pas non plus oublier qu'il n'a pas empêché les grandes et les graves difficultés financières du secteur HLM, en particulier au cours des années 80. Donc s'inscrit effectivement dans une logique de long terme et qui se veut vertueuse. Alors par quel biais? Vous savez que le niveau de loyer est stable dans le temps et il est fonction du financement originel de l'opération de logement social, ce qui offre une visibilité extrême en termes de rendement. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et cette linéarité du modèle économique, alors se traduit par une dette sur 40 à 50 ans, sur un temps évidemment extrêmement long. Et une fois ces emprunts remboursés, le rendement locatif permet aux organismes de dégager ces fameux fonds propres. Donc aujourd'hui, historiquement, depuis les années 2000 aussi, il faut souligner que le parc de logement locatif social arrive à maturité finalement. Et c'est aussi la raison pour laquelle on construit, il y a eu une relance de la construction de logements sociaux depuis à peu près une quinzaine d'années. Elle est tout simplement liée au cycle du logement social, puisque les bailleurs dégagent des fonds propres qu'ils réinvestissent, entre autres, dans la construction neuve. Donc ça, c'est un point qui est très important. Un autre élément qui est très fort de ce modèle solide, c'est le système des contreparties locatives, finalement des droits de réservation. C'est-à-dire que ceux qui participent du financement du logement social sont directement intéressés par ce que produit le logement social, c'est-à-dire rendre un service qui est de loger les gens. Ça vaut pour l'État, ça vaut à travers la PEC pour les anciens CIL et Action Logement, ça vaut également pour les collectivités au titre des garanties d'emprunt. Donc finalement, si on essaie de tirer en quelques mots les grandes lignes de ce modèle du logement social, de ce modèle solide du logement social,
on a quelque chose qui est d'une grande linéarité, pardon. C'est-à-dire que linéarité, c'est-à-dire que le système est organisé dans un temps long avec des choses, des bases qui sont très certaines parce que dès l'origine de l'opération, on organise tout le financement, tout le modèle économique pendant des décennies. On a quelque chose qui est d'une forme d'étanchéité par rapport au phénomène de marché, parce qu'on a quelque chose qui est subventionné, qui est lié aux ressources du salariat. On a également cette circularité, c'est-à-dire que ceux qui investissent sont intéressés par le produit même du logement. Donc il y a quelque chose qui reste un petit peu en ça. On investit, on est intéressé, on a en retour un droit de tirage finalement au titre du logement social. Ces éléments, à beaucoup d'égards, ils persistent. Hein, on n'est pas en train de décrire une rupture absolue, etc. On essaye plutôt de décrypter un certain nombre de tendances. Là, on va insister, c'est sur l'accélération finalement qui s'exprime à travers la réduction de loyer de solidarité qui arrive en 2017, mais dont on voit un certain nombre de germes auparavant. On ne va pas rentrer dans le détail, mais des lois sur la question des ventes de logements, on peut remonter jusqu'en 1965 hein, si on remonte. Mais là, on a à travers finalement la RLS, on a une sorte de choc névralgique. Hein. D'ailleurs, la Cour des comptes a dit encore la semaine dernière, voilà, on a été mis sous tension du secteur HLM à travers la réduction de loyer de solidarité qui se traduit par des pertes de ressources pour les organismes HLM. Donc ce rendement locatif dont on parlait, qui donnait une grande visibilité, à un moment, il est remis en question, en tout cas déstabilisé pour une part d'entre nous. Donc, ce qui réinterroge le modèle économique originel, donc dans sa linéarité, et ce qui se traduit finalement par une expression qui est très claire, qui a été portée en 2017 au Congrès HLM par celui qui était alors ministre du Logement, Julien de Normandie, qui est il faut valoriser les actifs. Voilà, construire finalement le modèle économique sur autre chose que son rendement locatif prévisible sur une cinquantaine d'années. Alors effectivement, il faut donc valoriser les actifs. Concrètement, dans le monde du logement social, qu'est-ce que ça signifie? Alors on va s'attarder vraiment un petit peu sur un des dispositifs qui est encouragé effectivement par la loi Elan, dont vous avez certainement entendu parler. C'est effectivement la vente du patrimoine locatif, la vente HLM, entre autres aux locataires. Effectivement, il y a une ambition déjà quantitative qui est de passer de 8 000, voilà, depuis 20 ans, la moyenne annuelle de vente de logement social en France, entre 6 000 et 8 000 unités. Donc de passer de 6 000 à 8 000 à 45 000 ventes par an. Et c'est la raison pour laquelle Action Logement a, par exemple, créé un véhicule, un opérateur national de vente qui s'appelle l'ONV pour finalement porter la cession de ces actifs. Alors, l'idée dans la vente, c'est que cette perspective-là de vente, son rendement, supplante le rendement locatif. Ça, c'est un point qui est très important. Autre point qui est très important en lien avec la vente, et ça me semble aussi intéressant de le souligner, c'est que la Caisse des dépôts et Action Logement ont conçu de nouveaux produits financiers pour soutenir la production de logement social. Alors, un de ces nouveaux produits financiers s'appelle les prêts haut de bilan, même des prêts haut de bilan bonifiés, pour certains d'entre eux. Le coût donc, du prêt, il est nul, c'est un taux à 0%, et qui s'accompagne, et c'est là où c'est important, d'un différé d'amortissement de 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le produit financier, il incorpore dans sa logique la vente dès la 20e année. Alors, ce n'est pas aussi mécanique que ça je suis d'accord. Mais néanmoins, on voit bien que le remboursement, il va commencer à peu près à partir de la 20e année, au moment où la cession, effectivement, du patrimoine financé par ce produit sera possible. Alors, effectivement, donc, vous voyez que le logement social, sa visibilité, c'est plus de 40, 50, 60, 70 ans, mais voilà, c'est une durée beaucoup plus courte. On parle de vente, mais on peut aussi aborder la question, mais ça je ne vais pas le faire, mais je vais le mentionner, de l'usufruit locatif
social, qui est un mode finalement de mobilisation de l'épargne de ménage assez affluent, assez riche, quoi, pour justement produire de l'immobilier qui, pendant une durée de 12 à 15 ans, sera considéré comme du logement social. Alors, un autre élément aussi, et qui est très très important, c'est que les bailleurs, maintenant, alors d'une part, ils fusionnent, je vais y revenir tout à l'heure, et s'ils fusionnent, ils fusionnent leurs dettes. Il y a des logiques ce qu'on appelle de grappage, d'accord, et ils vont donc recourir au marché obligataire pour lever des fonds. Alors, je vais donner 3 exemples. Effectivement, ce qui est assez saisissant, c'est que Action Logement, depuis 2019, annonce et commence à le mettre en œuvre, annonce de lever 11 milliards d'euros d'emprunts obligataires pour renforcer effectivement ses capacités de financement de production et de réhabilitation du logement social. Évidemment, Action Logement, mais aussi très nombreux bailleurs, se font noter dans ces cas-là par les fameuses agences de notation comme Moody's, par exemple. Et j'imagine qu'ici, Séquence est notée, je ne sais pas par quelle agence, mais en tout cas, voilà. Et notons, alors, on parle aussi de non, et on parle aussi, les offices publics de l'habitat parfois se font noter aussi et lèvent des fonds sur des marchés pour contracter une dette de long terme à taux fixe. Alors, effectivement, je le mentionnais tout à l'heure, les marchés sont d'autant plus séduits que les bailleurs sont gros. Le big is beautiful, voilà, il atterrit dans le monde du logement social, et vous savez peut-être aussi que depuis le début d'année, là, enfin même la fin d'année de l'an dernier, il y a un seuil de 12 000 logements qui est devenu le seuil minimum pour un bailleur social. Donc, et ce seuil-là, il a une logique territoriale, mais aussi une logique financière, afin effectivement d'accéder à certains produits financiers. Et le 3e exemple, c'est aussi, alors là, c'est du côté de la Caisse des dépôts qu'il faut tourner son regard, qui a créé un fonds d'investissement qui s'appelle Ampère Gestion, et qui lève donc des fonds auprès des fameux zinzins, les fameux zinzins des années 80-90, donc les investisseurs institutionnels, afin de financer ce qu'on appelle du logement intermédiaire. Donc on assiste à une nouvelle segmentation finalement du marché locatif, où finalement on parle de logement social, mais de plus en plus, vous le savez, de logement abordable, qui est défait de certaines contraintes réglementaires et qui participent de la liquidité. Je vais simplement vous donner un exemple. Aujourd'hui, alors officiellement, enfin, le 1er janvier, il n'y a plus d'agrément. Enfin, vous savez, l'agrément, c'est un acte administratif assez lourd, mais il n'y a plus d'agrément pour le logement intermédiaire. Voilà, il faut aussi savoir que l'immobilier devient de plus en plus rentable, d'où le retour de ces fameux zinzins donc, dans le marché. Et effectivement, l'intérêt, c'est qu'ils y trouvent la perspective de vente future, d'une part, et que ce marché est extrêmement stable. Et ça relève donc d'un placement très sécurisé pour eux. Juste un chiffre, mais au niveau européen, dans le secteur locatif privé, en l'espace entre 2008 et 2019, on est passé de 11 milliards investis dans le marché immobilier résidentiel de la part des investisseurs institutionnels à plus de 60 milliards en Europe. Donc voilà, on a eu un retour finalement de ces investisseurs sur l'immobilier résidentiel, alors qu'avant ils étaient sur l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial. Et ce qui les intéresse d'autant plus aujourd'hui, c'est la grande stabilité finalement de ce secteur. Derrière ça, là, on a tiré des éléments de transformation économique. Donc, on est passé d'un système où on avait une grande visibilité à long terme à une logique où il s'agit davantage de gérer les optimisations ou les opportunités finalement financières à moyen terme ou à court terme. Voilà, donc on a perdu de cette visibilité de long terme. Le modèle économique aujourd'hui est plus dépendant d'acteurs de marché pour financer. Derrière, on dit bien derrière, il y a l'État aussi qui n'investit plus aujourd'hui dans ce marché-là, ce qui fait venir aussi des acteurs qui ont une logique un petit peu plus exogène au marché. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait de circularité, c'est-à-dire que je finance le logement social, je suis intéressé par le service du logement social,
Là, les enjeux sont plus d'ordre financier. Hein. On n'est plus dans les mêmes logiques. Ce qui intéresse, c'est la stabilité économique, peut-être plus que le rendement immédiat. Ce qui intéresse aujourd'hui les acteurs du marché. Et finalement, nous, on veut continuer à tirer un peu de fil, c'est qu'on voit que le modèle économique il se reformate, mais que cela fait aussi écho à des transformations sociales qui sont assez profondes. Et tout à l'heure, William parlait d'encastrement finalement de la société du salariat et du secteur du logement social, principalement dans la période des Trente Glorieuses. Et aujourd'hui, si on réactualise finalement ce parallèle entre le monde de l'emploi et le monde de logement, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que le chômage, avant, il y a encore 10-20 ans, on parlait de perspectives de recherche du plein emploi. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a disparu du discours collectif. On parle de taux de chômage, on a un indicateur qui est toujours grosso modo de l'ordre de 10%. Quand on prend la question du logement, on en arrive finalement aussi un peu au même constat. Il y a encore une quinzaine d'années, on parlait de crise du logement. Aujourd'hui, ce terme-là, il tend aussi à disparaître finalement du discours collectif, du débat public. On parle de mal logés, on revient plutôt sur des indicateurs, on parle de 4 millions de mal logés, 10 millions de personnes qui sont touchées par les formes de mal logement. Mais finalement, derrière ce glissement sémantique, on fait une hypothèse qu'il y a quelque chose qui est assez fort. C'est-à-dire qu'il y a un dégagement finalement de l'interpellation un peu sociétale de cette précarité et qui renvoie finalement chaque individu au risque individuellement, chacun est renvoyé au risque ici du chômage ou ici du mal logement. Et qu'on est moins dans une prise en charge finalement globale. C'est moins posé comme un problème de société. On parle plus de crise de l'emploi, crise du logement, qui ne sont pas posés comme des problèmes de société, mais comme des risques individuels qui sont à gérer. Si on tire le fil maintenant sur le côté un peu demande et attribution, on va voir que par rapport à cette précarité donc, face au logement, on va avoir des grandes tendances en termes d'attribution. Le renforcement de la part des publics prioritaires qui, entre la fin des années 90 et aujourd'hui, est passé de 10% des attributions à quasiment 40%, 30-40% selon les situations. On a une démultiplication des priorités d'accès au logement. Alors, la loi 3DS va nous en rajouter une nouvelle avec les travailleurs clés, mais aujourd'hui, on a déjà 15 critères qui sont dans le CCH, etc. Donc, on a une perte finalement de lisibilité. Quand on additionne les priorités, finalement, on perd le sens de ces priorités-là. Et derrière ça, on perd le sens aussi de la politique publique qu'il y a derrière. Il y a un autre phénomène qui fait quoi, ce que je disais sur finalement l'individualisation du risque par rapport à un sujet, c'est une responsabilité croissante des demandeurs dans leur parcours résidentiel, qui se traduit généralement de deux manières. C'est l'allocation active, l'allocation voulue, c'est-à-dire que c'est le demandeur qui est acteur de son choix résidentiel via des plateformes type Se Loger. C'est aussi une pénalisation du refus. Comme on le voit autour des systèmes de cotation, on dit si vous refusez tant de fois un logement, à ce moment-là, vous êtes écarté des candidats au logement social. Derrière ça, il ressort aussi une chose, c'est que, un peu comme dans le monde de l'emploi, finalement, on a une nouvelle catégorie de demandeurs qui expriment. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté les demandeurs les plus aisés qui pouvaient aller sur les marchés locatifs privés classiques ou sur les marchés d'accession. On a désormais le parc social qui tend de plus en plus à être réservé vers les précaires. Et on se retrouve avec les classes modestes, les travailleurs pauvres, ce qui ont fait le parallèle avec le monde de l'emploi, qui, eux, sont plus en mal de solutions de logement. Et c'est là où intervient ce qu'évoquait William, la question du logement intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a finalement une forme d'un nouveau segment de marché qui est en train d'apparaître, avec une demande potentielle par rapport à ce secteur-là, qui doit se sécuriser par rapport au risque de précarité, et dont on voit d'ailleurs sur les 50 dernières années que la part du budget alloué au logement pour ces ménages-là est de manière croissante. Donc là, on a un nouvel objet, le logement intermédiaire, qui est potentiellement en train de s'affirmer et d'émerger. Derrière tout ça, William, on retrouve l'écho, nous, de ce qu'on pouvait vous dire tout à l'heure sur la société liquide, en quelques mots. Alors effectivement, tout à l'heure, j'ai essayé de vous proposer une définition extrêmement brève de la société
liquide, mais il nous semble bon de resynthétiser à ce moment de l'exposé le lien qu'il peut avoir entre la société liquide et le logement social, et en particulier autour de quatre traits majeurs. Alors, le premier, c'est effectivement, et je pense que vous l'avez compris en nous écoutant, en tout cas, j'espère qu'on a été assez clair, c'est la perte de lisibilité de long terme. Voilà, le rendement locatif, hein, comme on l'appelle, c'était sur 40 à 50 ans, avec la constitution de fonds propres qu'on réinvestissait. Et là, évidemment, vous l'avez compris, le modèle à la fois plutôt économique, finalement, du logement social est de plus court terme. Le second point, c'est effectivement l'effacement de l'État, qui a été pendant très longtemps l'acteur central autour duquel tournait finalement le secteur, pour effectivement au profit d'acteurs autres, et en particulier d'acteurs de marché. Donc ça, c'est le second point. Le troisième point, c'est effectivement ce qu'on appelle et ce qu'a détaillé tout à l'heure Julien, effectivement, c'est l'affirmation d'une précarité structurelle. C'est-à-dire que, effectivement, des ménages très modestes, mais Julien et moi aussi, on est confrontés aussi à cette précarité structurelle en lien au logement. Effectivement, on peut perdre nos logements et tout, etc., en fonction, effectivement, de notre situation dans l'emploi, d'une séparation ou non, etc. Et cette précarité, cette affirmation de cette précarité structurelle n'appelle pas forcément de réponse systémique. Donc voilà, donc l'idée, c'est essayer, d'un point de vue peut-être des fois dans certaines formes de concurrence individuelle, d'éviter effectivement d'être sans abri ou dans un logement précaire ou être mal logé, plutôt que d'apporter une réponse systémique qui serait, dans le cadre du logement social, de produire effectivement à la hauteur des besoins de la société. Enfin, le quatrième point et dernier point, c'est effectivement, et c'est en lien avec le troisième évidemment, c'est la conséquence, c'est l'exposition individuelle au risque de mal logement et la responsabilisation de chacun face à son destin. Alors effectivement, moi j'ai longtemps travaillé sur l'Angleterre, le logement et le logement social en Angleterre, et il y a un terme qui s'appelle le choice-based letting, c'est-à-dire la location voulue, ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est au demandeur d'être l'acteur, finalement, totalement responsable de sa demande, du fait de renouveler sa demande et de se positionner sur un logement qui se libère. Voilà. Derrière ça, finalement, donc, ce qu'on souhaitait aussi montrer à travers ça, c'est que, alors c'est aussi une revue qui est destinée à parler à des gens qui ne sont pas des spécialistes du logement social, faire rentrer un petit peu en résonance ce qui se transforme dans la société et ce qui se transforme dans le logement social. Et montrer finalement que les transformations du logement social, c'est un objet qui travaille, qui s'adapte à la société, à la question de l'emploi dans notre société, des évolutions qui ont été assez fortes dans ce sens-là. Voilà, alors on prend ce modèle liquide. Finalement, ce qui est intéressant dans ce modèle liquide, c'est que nous, quand on avait travaillé tous les deux osios sur un paperboard avec les éléments, on avait commencé à mettre ces termes-là. Et c'est qu'après qu'on est tombé sur l'œuvre de Baumann, qui mettait en avant les éléments que vient d'évoquer William. Il y a d'autres éléments qu'on n'a pas abordés là, qu'on n'aborde pas dans l'article, mais qu'on a aussi à l'esprit. C'est finalement ce qui fait écho au logement d'abord, voire à la question du migrant. Dans le modèle de Baumann sur la société liquide, Baumann utilise des termes qui sont assez durs, assez forts. Il parle d'une société qui produit du déchet, et notamment du déchet humain. C'est des termes qui sont forts, et qui parlent aussi de mécanismes de recyclage humain, c'est-à-dire comment faire en sorte d'avoir non plus des filets de sécurité, mais quasiment des trampolines pour faire en sorte qu'il y ait des gens, quand les gens tombent, ils puissent repartir dans le système global. Donc, ça, pour moi, ça fait fortement écho à la logique du logement d'abord, qui vise à cette mise en dynamique, finalement, des personnes qui sont frappées par la précarité. Donc, il y a quelque chose qui est fort. Après, il y a des questions d'échelle. Ça, je sais qu'à la FIT, c'est un débat récurrent de l'échelle des moyens qui sont mis en œuvre dans le cadre du logement à bord, d'abord par rapport à la réponse aux précarités. Mais en tout cas, on voit que ce mécanisme-là, qui est décrit par
on le retrouve finalement dans le secteur du logement. Il parle aussi de quelque chose qui est fort, c'est ceux qui échappent à ce recyclage humain, c'est-à-dire cette question un peu des surnuméraires, finalement. Dans une précarité structurelle, il y a ceux qu'on peut recycler et il y a ceux qu'on ne recycle pas. Et je trouve que là, c'est assez parlant par rapport à la question du migrant, où dans la question, à travers la question du logement, on voit aujourd'hui qu'il y a des choses qui ont bougé. Alors, le migrant, c'est finalement un absolu de cette société liquide, parce qu'il est en mouvement perpétuel. D'ailleurs, le terme réfugié, migré, qui était au participe passé, ça a disparu. Maintenant, on parle qu'au participe présent. Le migrant, donc, il est dans son mouvement. Et aujourd'hui, on voit qu'autour de la question du logement, il y a de grandes difficultés, il n'y a pas de politiques qui sont mises en place. Cette question même des migrants, elle est passée d'une question d'un budget qui était hébergement, plus en plus aussi à des budgets qui sont ministères de l'Intérieur. Donc voilà, il y a aussi des choses qui sont en question sur les effets aussi de cette société. Voilà, on a été long, on s'en excuse, mais voilà, c'est un récit qui est de fait condensé, mais qui nous permet, nous semble-t-il, finalement de lire d'une autre manière ces mouvements-là, avec les effets un peu caricaturaux qu'il peut y avoir nécessairement par des effets de synthèse. On espère que ça vous aide chacun à pouvoir mieux lire ces mouvements-là. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, des débats et par rapport au timing. Puisque Pascal, tout à l'heure, quand il entendait parler de cette transformation d'un État solide à un État liquide, nous a dit attention à l'État gazeux, puisqu'il va être explosif, effectivement, en fonction des conditions de pression et tout, du mélange. Et l'idée, c'était de donner un sens, vous voyez, à ces transformations du logement social. C'est un récit qu'on vous propose. Après, effectivement, c'est un peu, comme on dit, idéal typique. Il y a des grosses différences territoriales selon les acteurs et tout, évidemment. Mais voilà, l'idée, c'était d'essayer, en tout cas, de vous embarquer dans ce récit-là. Il y a des questions, des remarques, des points de débat ou de contradiction même. Une réflexion peut-être sur on voit bien le système dans sa mue, dans un contexte qui finalement, alors surtout sur l'Île-de-France, où il y a une grosse inadéquation entre cette mise en liquidité et un socle de besoins et de public qui lui reste rigide, puisqu'on a un nombre de demandeurs qui ne cesse de grossir et qui est inabsorbable en l'état de l'action publique, qui est l'action des acteurs, et qui en plus est dans une inadéquation avec la production. On parlait de nouveaux segments de marché, mais on voit bien qu'aujourd'hui, sur les demandeurs de logement, 70% sont des plafonds PLAI, et que toute la production, mouvement HLM, intermédiaire, etc., finalement est minoritaire sur ce segment. Et on voit bien qu'il y a à la fois un changement de modèle, mais il y a aussi quand même un risque d'inadéquation, en tout cas d'écartèlement entre un process de modèle économique, de modèle constructif, et un besoin sur le territoire. C'est très atypique sur le territoire francilien, parce que ça ressemble à nulle part ailleurs, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de deux continents qui sont un peu en train de s'écarter. En tout cas, c'est comme ça que je lis en plus du passage à la télétique, je vois un peu une dérive aussi des continents entre la cible et puis la manière dont la chose se constitue. Peut-être, si tu me permets, un rebond par rapport à ça. Ce déséquilibre aussi entre l'offre et la demande, je pense que c'est un élément qui participe de la stabilité d'un marché, si on tire les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une demande qui est très forte. Cette précarité, elle installe finalement une demande pour certaines catégories. Donc, elle permet l'existence d'un marché, le retour d'investisseurs institutionnels qui cherchent la sécurité, au contraire, eux, dans leurs ressources, sachant que parallèlement, le parc social est de plus en plus voué à devenir un parc social, voire très social. Donc, on voit, là, quand on a dit qu'on a multiplié par 4, en tout cas, la part des publics prioritaires dans l'accès au logement social. Pas sûr que cette tendance s'arrête ici. Et dernier élément, par rapport à la question des loyers, on a aussi aujourd'hui la question de la perte de visibilité sur ces loyers-là. Si on reprend les choses au cours des 10-15 dernières années, on a eu 4-5 tentatives de remise en question du modèle des loyers dans sa grande linéarité, c'est-à-dire qu'on a un loyer qui définit le montage de l'opération,
et qui durent toute la vie d'opération. On a eu le conventionnement global, on a eu la remise en ordre des loyers, la nouvelle politique des loyers, on a eu les ordonnances loyers. Aujourd'hui, il y a des questionnements ou des initiatives pour rendre beaucoup plus volatiles les loyers, qui sont aussi portés par des acteurs associatifs en disant on adapte le loyer au revenu des ménages. Donc voilà, il y a aussi cette question-là, et de voir après qu'est-ce que ça voudra dire en termes de répartition de parts, je ne sais pas. Mais il y a aussi, quand on décrit ce modèle-là, tous les éléments ne sont pas encore peut-être mis en place ou dévoilés. Alors pour compléter, et effectivement, je pense que la question, elle est vraiment importante. Alors, la liquidité, finalement, entre autres, dans le cadre du logement social, finalement, derrière, ce qu'on a voulu exposer, c'est une forme de modèle économique et opérationnel. Le logement, c'est plus du logement social pendant 40 ou 50 ans, mais sur des temps beaucoup plus courts, parce que derrière, il y a un financement aussi qui produit ça. Mais ce modèle économique et opérationnel, quelque part, effectivement, il ne répond pas forcément à la demande. Et ça peut bloquer un système, mais un système beaucoup plus large. Par exemple, un fonctionnement métropolitain. Et là, je vais me permettre simplement un petit parallèle. Ce qu'on appelle dans le monde, dans l'entreprise, le fonctionnement en flux tendu. Pas parce qu'on dit qu'il faut fonctionner en flux tendu et que parfois ils y arrivent, que finalement les chaînes de production d'automobiles ne sont pas bloquées. Il y a des blocages de chaînes automobiles liés directement à la mise en place d'une logique de flux tendu. Parce qu'il suffit que le boulon qui est produit au Japon, finalement, paf, ça te bloque tout. Voilà, tu vois, ce parallèle-là, je l'ose un peu, quoi. Mais c'est ça l'idée. Alors, je ne suis pas assez précis encore dans ma réponse, mais c'est un peu ça. Alors, Florian Guyot, Aurore, et puis après, il y aura des interventions en chat, mais vas-y, Florian. Oui. Sur la linéarité que vous avez présentée entre le financement et la stabilité du modèle, il me semble, sans être complètement dans la précision du sujet comme vous l'êtes, qu'il y avait aussi des enjeux de mixité des publics qui se posaient dans les réflexions qu'il pouvait avoir. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu cette partie-là de la réflexion dans votre exposé. Est-ce que partie des sujets sur lesquels vous travaillez ou pas? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est sur le logement social tel qu'il existe aujourd'hui. Il y a, comme nous, dans nos structures, des enjeux de fluidité qui sont importantes de l'hébergement vers le logement social. Il y a aussi des enjeux de fluidité importants au sein même du parc du logement social, sachant que, sauf erreur de ma part, la fluidité dans le logement social est très très faible, et beaucoup plus faible que dans le parc libre, ou de mémoire 2 fois plus faible dans le parc libre. Ça veut bien dire aussi quelque part qu'il y a probablement des réflexions à avoir sur le modèle en soi. Ces réflexions-là, est-ce que vous les menez ou Non, mais déjà, je pense que c'est important à travers ce qu'il y a. C'est ce que j'essaie de mettre en conclusion, mais qui n'est peut-être pas assez souligné, c'est que cette transformation du logement social, c'est aussi en écho à des rigidités constatées, des enfermements, et cette question de la mixité aussi, c'est que la société elle a changé. Avant, le parc social, dans ce modèle très très linéaire, il était aussi très très linéaire parce qu'il y avait la question de carrière qui était très linéaire, on passait par le logement social, on restait dans le logement social, etc. Une fois que cette précarité, la précarité devient plus structurelle par rapport à l'emploi en termes économiques, finalement, et ce qui se passe dans le logement social ne fonctionne plus. Donc maintenir les linéarités, est-ce que cette linéarité-là, est-ce que ça a encore du sens? Donc il y a des choses qui sont retravaillées. Donc il y a quelque chose qui est pointé là. Ce modèle liquide, il vient parce que finalement, on parle de liquéfaction des actifs, on parle de fluidité de l'hébergement vers le logement, on parle de gestion en flux, on parle de mobilité résidentielle. Donc on voit qu'on est dans un modèle aujourd'hui qui se veut de mise en dynamique généralisée de tous les segments. Voilà. Alors qu'auparavant, on était sur un modèle très vérifié, solidifié. Donc ça ne répond pas à cette question de travailler sur une mobilité résidentielle, etc.
d'une certaine manière, la création d'un nouveau segment, elle est aussi pensée pour pouvoir recréer d'autres formes de parcours. Voilà. Donc c'est pas, on essaye de ne pas avoir une lecture morale finalement de cette analyse, mais de montrer qu'un modèle qui existait et qui est encore présent dans les représentations, aujourd'hui a beaucoup bougé dans plein de dimensions, et que toutes ces dimensions, elles sont dans une recherche de mise en dynamique. Derrière cette mise en dynamique, il y a quand même des éléments aussi qui sont forts, qui sont d'exposition d'un secteur à d'autres segments, à d'autres enjeux de société, à des acteurs qui sont exogènes au secteur, des éléments qui sont assez forts, et d'une organisation qui fait le constat finalement de cette précarité pour restructurer son offre. Mais aussi, c'est pas parce que la segmentation des produits immobiliers, par exemple le PLAI, plus PLS, même du PLAI adapté, etc., vous voyez, n'est pas du tout contradictoire avec cette idée de linéarité économique, parce qu'on sait très bien qu'on connaît le rendement locatif d'un PLAI sur 40 ans, d'un plus, d'un PLS, etc. Donc il y a effectivement une segmentation des produits immobiliers dans le logement social, mais effectivement, bien qu'il y ait cette segmentation, il y a quand même une visibilité à long terme, voire à très long terme, de ce fameux rendement locatif. Il y a un caractère paradoxal, si je peux me permettre, mais bien sûr. Je parle d'amateur. J'ai pas votre science. Ah oui, certainement. sur la société liquide. Non, mais c'est l'approche philosophique est très intéressante, mais le modèle de la société devient liquide, je ne veux pas dire se liquéfie, parce que ça aura un autre sens, et devient liquide, mais en même temps dans un secteur, un territoire tendu comme l'Île-de-France, et là on a à peu près tous cette caractéristique, on parle de l'Île-de-France, eh bien en fait le système devient de plus en plus solide. Et donc il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu possible. Et si le taux de mobilité dans le parc est aussi faible, les plus naïfs d'entre nous vont penser qu'ils produisent une qualité telle que le client reste fidèle, mais c'est probablement une erreur, ou du moins un raccourci un peu rapide. C'est qu'il n'y a plus la possibilité de pouvoir d'offrir des solutions qui, elles, ont une certaine fluidité et donc une certaine liquidité. Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que on est effectivement moins solide qu'avant, plus liquide. Avant, on se posait, on regardait la télé. Hein. Aujourd'hui, on surfe. Donc là aussi, on est. Non mais là aussi, on est en mouvement. C'est exactement ça. Et tu disais tout à l'heure, on parle plus au passé maintenant, mais on participe présent à propos des immigrés ou des migrants qui sont devenus migrants et autres. Et là, c'est pareil. Mais en fait, il y a une forme comment dirais-je, de réaction, c'est que cette liquéfaction de la société, en fait, se traduit par une cristallisation du système. Juste en rebond, et ça c'est intéressant, c'est justement si on tire le modèle de Bauman, en tout cas son analyse, un peu sa trame de lecture de l'évolution de la société, il part vraiment de ça, c'est que finalement cette liquéfaction, cette perte de certitude par rapport à l'avenir, etc., ça a pour effet retour l'augmentation des tensions, des crispations, des renfermements. Il parle beaucoup de gating communities, etc., de repli, parce que c'est une manière de se protéger par rapport à cette incertitude, par rapport à une société qui devient de plus en plus ancrée par la peur. C'est pour ça aussi qu'on parle de précarité, parce que la précarité, elle est de plus en plus ressentie comme une peur à laquelle chacun est exposé, donc chacun se protège, avec des réflexes qui sont plus de défense par une approche sociétale, par une réflexion collective dans recherche de solutions collectives, et par une protection individuelle ou de sa communauté, etc. Et donc, finalement, une sorte on perd un peu de société, finalement. Et aussi un élément aussi en lien avec le logement social, c'est-à-dire que la liquidité, effectivement, il y a plus de souplesse dans le fonctionnement du logement social, mais finalement, je pensais à la mixité sociale.
on dit, voilà, à un moment, au cours des années 80, enfin 90 surtout, 2000, voilà, l'injonction, c'est voilà, le modèle, le référentiel de l'action publique, c'était la mixité sociale. Et ben la mixité, on voit bien que au filtre de la réalité concrète, finalement, c'était plus une injonction qu'autre chose. Et ben la liquidité, c'est une réalité dans le fonctionnement des organisations, tout ça, etc. Mais c'est aussi, et surtout, je ne sais pas, mais en tout cas une injonction. Alors, est-ce qu'elle a, quand elle atterrit sur le terrain, est-ce qu'elle se cristallise, est-ce qu'elle produit de la rigidité et tout, etc. Mais c'est aussi une part d'injonction, comme la mixité a aussi été une injonction politique. Et après, voilà, c'est comme quand on parle, quand on regarde la société du salariat, aujourd'hui, on a encore beaucoup plus de CDI par rapport aux autres formes, sauf que tendanciellement, voilà, il y a des choses. Et le modèle En stock, mais pas en flux. Voilà. Ah oui, voilà, c'est là où en flux. T'es dedans, Pascal, remonte. Quand j'y suis, je suis à fond. On avait deux commentaires sur le chat, Sophie Vivien, Yacoub, pardon, et Michel Lanez. Est-ce que vous voulez peut-être prendre la parole pour rebondir ? Oui, bonjour, Sophie Vivien. Non, c'était juste une remarque par rapport à l'exclusion effectivement des marchés du logement, y compris social, de la population des travailleurs pauvres. Et juste, j'évoquais le fait que concernant les jeunes, la réalité d'exclusion des travailleurs pauvres n'était pas vraiment une nouveauté. Et peut-être un élément, parce que justement, dans le cadre de la revue, il y a un entretien aussi de Christophe Robert qui pointe notamment les effets de tout ce qui est la crise sanitaire et qui montre que les jeunes qui passent sous les scans de minima sociaux, etc., ils sont particulièrement exposés. Mais ça, je vois Jérôme qui hoche la tête derrière sa barbe à masque. Pardon. Michel Lanez ? Oui, merci. C'était juste parce que j'avais l'impression qu'il manquait un peu sur vos interventions, des éléments sur l'évolution démographique et particulièrement aussi sur l'âge, hein. Peut-être. Ouais. Alors, il manque plein de choses dans nos travaux. Hein, mais effectivement, ça, par exemple, vous allez aller finir. Hein, bah ouais, mais ça c'est. Mais c'est vrai que c'est une question importante et je vais simplement répondre non pas par un argument, mais par un exemple. Effectivement, face au vieillissement de la population, et en particulier dans le parc social, parce qu'on reste dans le parc social, hein, si j'ai bien compris, la loi Elan, qu'est-ce qu'elle propose ? Elle assouplit, elle liquéfie, je ne sais pas si on peut dire ça, mais elle assouplit, par exemple, les possibilités d'habitat intergénérationnel, c'est-à-dire qu'un jeune peut partager un logement sous-occupé par une personne âgée sans forcément avoir l'autorisation du bailleur social, avec un bail qui est bien défini, mais qui ne relève pas de la responsabilité du bailleur. Et ça, c'est un élément, vous voyez, qui permet, un élément d'assouplissement qui répond effectivement à une exigence qui est liée, en tout cas un besoin qui est lié à l'évolution démographique, et en particulier le vieillissement de la population, d'une part dans le parc social, et d'autre part des besoins de jeunes salariés ou de jeunes étudiants, voilà, qui ont besoin de se loger en zone tendue, par exemple. Est-ce que dans la salle ou dans le chat, il y a une dernière intervention ? Ah, deux. Alors, rapide, parce que on a encore des ateliers derrière. Merci beaucoup pour cette réflexion, c'est très intéressant. Je voulais me demander quelle place vous donnez à la question du parc d'hébergement et de sa croissance massive ces dernières années dans la République. L'idée que l'hébergement est plus seulement une réponse à l'urgence, et ça devient durable, malheureusement une mauvaise réponse, une réponse durable, c'est quelque chose qu'on va créer. Je crois que, notamment avec la crise sanitaire, il y a aussi la question de la croissance de ce parc. Parce que là, en Ile-de-France, on va être à 200 000 places d'hébergement qui vont être plus ou moins pérennisées. C'est quelque chose de majeur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une analyse à faire sur finalement une nouvelle forme, ce n'est pas du logement social, parce que c'est de l'hébergement, mais bon, on parle de politiques publiques qui visent à héberger une catégorie de la population, et pour le coup, avec l'hébergement,
on est, alors j'ai la force, c'est juste que je suis un peu loin. Avec l'hébergement, on est sur quelque chose, effectivement, si je reprends vos biais d'analyse, sur quelque chose de très liquide. Parce que faire de l'hébergement, ça contourne plein de formes de régulation à l'échelle de la commune. On n'a pas besoin de demander l'autorisation du maire pour que l'État ouvre un centre d'hébergement à tel ou tel endroit. Ça ne rentre pas dans le cadre de la loi SRU. Ça peut s'ouvrir, ça peut se fermer. Et voilà, je m'arrête là. Voilà, donc voilà, quelle place vous avez la question de l'hébergement dans votre analyse? Il faudrait tirer les fils pour répondre aussi rapidement, mais ce qu'on disait sur le logement d'abord, l'ambition affichée, la réalité, c'est que depuis sur les 10 dernières années, Bruno me corrigera, mais le nombre de places d'hébergement n'a fait qu'augmenter, et notamment d'hébergement d'urgence. Avec 80 000 en 2012. Voilà. 200 000. Voilà, donc on a fait plus de 120% sur cette période-là. Donc voilà, et ça montre qu'on répond par de l'urgence à des questions qui sont des enjeux structurels, des enjeux de société. Donc ça témoigne finalement, si je rapproche à ma grille d'analyse, à notre grille d'analyse, ça veut dire qu'en retour, on a bien fait le deuil d'avoir une réponse structurelle à la précarité qui s'est installée. Et on gère l'urgence, parce que c'est encore difficile d'accepter les gens dans les rues, entre guillemets, mais voilà, la situation, en tout cas, c'est ça. Alors, Martine Chastre dans le chat et Helmut Daff ensuite, et avant qu'on conclue cette conférence. Oui, merci Lucie. J'interrogeais en fait nos intervenants. Est-ce que vous pensez que dans les évolutions par lesquelles on est en train de passer d'un modèle solide à un modèle liquide, hein, je mets des guillemets, est-ce que vous pensez que le droit au maintien dans les lieux risque à un moment d'être remis en cause? Alors, je trouve que le droit au maintien dans les lieux, c'est un très très bon exemple d'un élément du modèle solide, effectivement. Alors, je pense que vous connaissez tous le droit au maintien dans les lieux, on n'a pas besoin de l'expliquer, de le définir, et que sa remise en cause, elle est déjà répétée depuis plusieurs années. Le dernier rapport, c'est celui de la Cour des comptes, qui propose justement de faire disparaître ce droit au maintien dans les lieux, et puis des baux plutôt, et des baux de court terme, etc. Donc, l'article 109, hein. C'est déjà dans la loi, l'article 109 prévoit des baux précaires d'un an non renouvelable dans le parc HLM pour les jeunes. Pour les jeunes, c'est déjà dans la loi. Effectivement, alors pour les jeunes, mais après, effectivement, la façon généralisée, et effectivement, je pense que cet élément-là, c'est un élément par définition qui est solide et qui est attaqué au fur et à mesure par ces différentes mesures. C'est la raison, je pense, avec Julien, c'est pour ça qu'on propose cette idée du modèle solide au modèle liquide, parce que ça nous permet d'agréger ces différentes mesures autour, par exemple, de la remise en cause du droit au maintien dans les lieux pour bien faire comprendre et souligner la dynamique en cours. Moi, j'ai bien compris ce que vous appelez aujourd'hui la liquide. Donc, bon, ça participe d'une financiarisation possible de l'immobilier. Mais alors, dans votre étude, est-ce que vous avez essayé de comprendre la part des acteurs que nous sommes, parce que vous avez parlé d'un système et tout ça, qui aussi aujourd'hui, avec l'érection de produits, je parle de l'intermédiation locative, par exemple, un cas précis, l'intermédiation locative, deuxièmement, excusez-moi, je vais faire vite, l'intermédiation locative ou les produits nouveaux tels que les pensions de famille, quelle place ça joue aussi nous, en tant que fonctionnaire, en tant que propriétaire de ces dispositifs-là? C'est quoi aussi notre participation active dans l'aspect liquide? Moi, je n'aurais pas de réponse prête là à ce stade, c'est vrai, mais c'est des fils qui sont attirés. Je trouve que le modèle de pension de famille il est intéressant par rapport à ça, c'est que on ne peut pas prétendre avec tout le monde en dynamique, donc de temps en temps, il faut des espaces pour pouvoir accueillir ceux sur lesquels on n'est pas dans cette entreprise de... Bauman dirait d'armée de réserve, finalement, recycler pour l'armée de réserve, pour qu'elle puisse revenir dans le secteur normal, etc. Donc voilà, après, sur la place des acteurs, il faudrait continuer à tirer les fils. Je ne pourrais pas
Mais l'intermédiation locative, moi je trouve ça extrêmement intéressant. Pour moi, c'est un élément de liquidité par excellence, quoi, de mobilisation de parcs privés pour effectivement accueillir pendant X temps contre effectivement une fiscalisation, enfin voilà, une défiscalisation du propriétaire. Enfin, voilà, et effectivement, c'est un élément éminemment liquide. Donc, mais il y a parfois aussi des ruses de l'histoire. Et on n'a pas parlé des offices fonciers solidaires. Je pense que ça, l'office foncier, c'est une ruse de l'histoire, quoi. Mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Bah, merci à vous en tout cas. Oh.